Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Gérald Kierzek, je suis médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'animer le podcast Vous d'abord, un podcast qui a été pensé et créé avec les pharmaciens Aprium. Aprium, c'est un réseau de 500 pharmacies en France et aujourd'hui, on va parler du mélanome et plus généralement des cancers de la peau. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Dermat Audrey, une consoeur médecin dermatologue que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux. Bonjour Audrey. Bonjour Gérald. Et Morgane, pharmacienne Aprium installée à Vienne, une ville qui est touchée par la pénurie de dermatologues aussi. Bonjour Morgane. Bonjour Gérald. Le cancer de la peau, c'est une pathologie qui est répandue avec plus de 80 000 cancers chaque année. Alors si on parle chiffres, c'est le cancer le plus fréquent en France avec deux grands types de cancers. Les carcinomes, 90% des cancers de la peau qui se développent à partir des kératinocytes, ce sont les cellules de l'épiderme. Ça représente la majorité des cancers, mais le mélanome, 10% des cancers, c'est minoritaire, mais c'est malheureusement le plus dangereux et le plus grave puisqu'il est malheureusement responsable de la majorité des décès liés au cancer de la peau. Audrey, peux-tu nous rappeler ce qu'est un mélanome justement? Je l'ai dit de manière très générale. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail? Bien sûr, alors un mélanome, c'est une tumeur maligne, donc un cancer, qui est développé à partir des mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules qui fabriquent la mélanine dans l'épiderme. Elles sont situées à la couche basale, la couche la plus profonde de l'épiderme. Et les mélanomes sont potentiellement des tumeurs agressives qui peuvent entraîner la mort parce qu'elles peuvent se diffuser dans d'autres organes. Mais dépisté tôt, quand la tumeur est la plus petite possible, on a quand même un bon pronostic, c'est-à-dire que 95% des mélanomes peuvent être guéris, qu'il n'y aura donc pas de récidive quand ils sont dépistés précocement. Les mélanomes, ils sont liés à quoi? Ils sont liés à des facteurs génétiques? Ils sont liés à d'autres facteurs? Il n'y a que 5% des mélanomes qui sont vraiment liés uniquement à des facteurs génétiques. Toute la grande majorité des mélanomes, c'est l'exposition au soleil, l'exposition quotidienne, l'exposition de loisirs, l'exposition professionnelle qui va les favoriser. D'où l'importance vraiment de la prévention et de rappeler que ce cancer, on peut le prévenir et on peut aussi le dépister tôt et avec un excellent pronostic. Il y a plusieurs formes de mélanome, il y a une seule forme de mélanome? On définit 4 formes de mélanome qui dépendent en fait de leur façon de se diffuser. On peut dire qu'il y en a dans les zones photoexposées chroniques, c'est-à-dire le visage, les avant-bras, qui prend vraiment le soleil Qui prennent la lumière et le soleil tout le temps. Voilà, Quoi. de manière chronique. Il y en a au niveau des extrémités, les mélanomes qu'on dit accros, qui peuvent toucher les peaux mates, les peaux noires. Donc même quand on est noir, on peut avoir un cancer de la peau, notamment au niveau des mains et des pieds. Donc c'est important de jeter un petit coup d'œil aussi régulièrement. Alors pour le grand public, justement, on entend souvent parler pour reconnaître si un grain de beauté est potentiellement cancéreux ou pas, une règle qui s'appelle la règle ABCDE. Ça fonctionne comment et est-ce que c'est une règle qu'il faut retenir? C'est effectivement une règle qu'on peut retenir avec ce moyen mnémotechnique qui est assez facile. ABCDE, donc A pour asymétrie. Quand on regarde un grain de beauté, quelle forme générale est-ce qu'il développe? Est-ce qu'il est rond ou ovale comme un grain de beauté que vous en avez déjà vu par milliers? Ou est-ce qu'au contraire, il va avoir une forme qu'on ne peut pas replier comme un papier qui serait identique des deux côtés? C'est déjà suspect quand il y a une forme irrégulière. B, c'est pour les bords qui vont être irréguliers aussi, donc un peu crénelés, comme une fleur, comme une pieuvre, avec une sorte de prolongement. Donc ça, c'est louche. C, c'est pour les couleurs. Normalement, un grain de beauté bénin, il a plutôt qu'une, voire deux couleurs maximum, marron clair, marron foncé. Si on a plusieurs couleurs, rougeâtre, blanchâtre, noir, bleuté, du marron aussi, tout ça, ça devient très suspect. D, c'est pour le diamètre. Une lésion qui fait plus de 6 mm, elle va davantage attirer l'œil, donc il faut vérifier un peu ces composantes dont on vient de parler. Et puis E, c'est pour l'évolution. Et c'est ça le critère vraiment le plus important, c'est l'évolution, dans le sens où un cancer de la peau, c'est quelque chose qui va grandir, se modifier. Donc, il peut grandir en superficie, il peut grandir en relief, il peut se modifier à l'intérieur parce que le système immunitaire va s'y attaquer, donc former une sorte de petite croûte qui ne va pas cicatriser, ou bien former une zone un peu blanchâtre comme une cicatrice. Donc, tout ça, toutes ces modifications d'un grain de beauté doivent alerter. Donc ça veut dire qu'il faut un peu se surveiller et se regarder régulièrement, se regarder sous la douche, c'est ça, déshabiller, faire un check-up un peu général de sa peau et voir s'il y a quelque chose qui bouge ou qui apparaît. Voilà, 80% des mélanomes vont plutôt apparaître dans une zone où initialement il n'y avait pas de grain de beauté ancien. Donc c'est une zone où vous pouviez avoir des photos de vous avant et puis il n'y avait rien sur votre peau autrefois. Et c'est une nouvelle tache qui apparaît, qui au départ ressemble à un grain de beauté, mais un peu, voilà, comme on a dit, un peu atypique, un peu bizarre, asymétrique, bicolore, etc. Il n'y a que 20% des cas où c'est un grain de beauté ancien qu'on avait depuis longtemps qui va se modifier.
Alors, c'est un peu compliqué de se mettre tout nu à la pharmacie, mais j'imagine qu'il y a des patients qui trouvent pas de dermato et qui viennent chez vous, vous voir en disant: «Ah, ben, j'ai un grain de beauté». Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, régulièrement, oui, oui, les gens viennent et effectivement, donc ils se mettent pas tout nus, mais quand même, ils aiment bien nous C'est pas loin. montrer, ouais. Donc on a une cabine de confidentialité, mais oui, on a régulièrement des personnes qui viennent nous montrer. Alors souvent, c'est des taches qui apparaissent. Ils nous montrent tout et n'importe quoi, donc mais oui, on essaye de les orienter, de les rassurer et quand on voit qu'effectivement, il y a besoin de peut-être une consultation Et dermatologue. notamment avec cette règle ABCDE que Ouais. vous appliquez, Alors en aussi à l'officine avec l'équipe? Alors en vrai, la règle ABCDE, tout le monde la connaît, mais je pense que personne n'est capable de vous réciter toutes les lettres comme tu l'as fait tout à l'heure. Et en cas de doute, donc tu vas orienter Voilà. chez le médecin généraliste, Donc par exemple? voilà, on pose deux, trois questions. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a évolué? Oui, c'est pas comme d'habitude. Ça nous suffit pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Allez chez votre généraliste. Oui, mais c'est pas un dermatologue. C'est pas grave si c'est pas un dermatologue. Le généraliste, ils sont de plus en plus formés au dermatoscope. Ils prennent des photos. Dermatoscope, hein, c'est cette loupe Oui, qui c'est permet de ça. regarder. Audrey, c'est quoi? Oui. C'est une loupe un peu spéciale? Ça vous permet de voir quoi? C'est une loupe avec une lumière qui nous permet en fait par les effets de lumière, de rendre transparentes les couches supérieures de l'épiderme, donc pour mieux visualiser la façon dont le pigment va se répartir à la jonction entre le derme et l'épiderme. Donc c'est un très bon Comme une outil. radio de la peau, si on veut vraiment vulgariser, mais il n'y a pas de rayon X, bien sûr, Non, mais non, ça permet de pénétrer un peu et de voir c'est ça. au-delà de l'œil. C'est ça, exactement. Dans le réseau, vous avez des espaces de confidentialité. La dermatologie, ça fait partie des campagnes un peu de santé publique, de prévention. Oui, oui, chaque année, donc avec notre réseau Aprium, on met à disposition des flyers avec quelques informations. Alors, c'est surtout des rappels de bon sens, mais bon, ça fait jamais de mal de le redire. On le dit, on le répète. Donc, des conseils sur les produits solaires, les bonnes façons, enfin, Les les bonnes bonnes pratiques, pratiques les de bonnes aussi. façons de protection mettre solaire. sa crème. On y reviendra parce Exactement. que la prévention, c'est capital. On Mm. l'a vu, l'essentiel, bah, c'est l'exposition solaire qui va donner le mélanome. Le problème de l'accès aux dermatologues, c'est un vrai sujet en France. Ça vient d'où, Audrey? On manque de dermatos, il n'y a pas assez de gens formés? Il y a effectivement une pénurie de dermatologues en nombre, en quantité. On a à peu près 3000 à exercer pour 70 millions de Français. Donc même si les dermatologues consultaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'arriverait pas à évacuer le besoin qui est grandissant de par le vieillissement de la population, le changement aussi de comportement vis-à-vis de la peau. Les gens s'inquiètent davantage d'une petite lésion. Comme disait Morgane, la confiance aux médecins généralistes est parfois altérée. On veut tout de suite avoir accès aux spécialistes, alors que le généraliste, s'il est formé, est tout à fait le bon interlocuteur en première intention. Les gens ont eu tendance à déléguer un peu leur dépistage jusqu'à présent en se disant on va essayer de faire une consultation annuelle chez le dermatologue, ce qui n'est pas du tout possible en C'est intenable. réalité, Une c'est consultation intenable. par an chez le dermato, c'est pas Pour tout le possible. monde, c'est intenable. Donc, il faut orienter les personnes qui en ont le plus besoin avec des photos de type clair, des antécédents de cancer de la peau dans leur famille, etc. Ou bien, tout simplement, s'auto-dépister, c'est-à-dire prendre le temps de prendre un peu soin de soi et de regarder sa peau. Donc, regarder sa peau, regarder celle de ses proches et faire des photos. Faire des photos avec nos téléphones portables qu'on a tous. Ah, ça, c'est pas mal parce que Oui. ça te permet de voir d'un mois sur l'autre. Alors, c'est peut-être pas tous les mois, il faut faire ça, mais tous les 6 Voilà, mois, au par moins une exemple. fois par an, des photos avec le même cadrage, l'avant-bras d'un côté, de l'autre, le bras, etc. On refait ces photos avec le même cadrage une fois par an. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études, c'est le jeu des 7 erreurs. On peut prendre On avec cherche les les enfants. différences. On cherche les différences. Est-ce qu'il y a une nouvelle tache qui est apparue ou est-ce qu'il y a un grain de beauté ancien qui, manifestement, a doublé de taille, est devenu bicolore, etc. C'est une bonne idée d'album. Il y a l'album de photos des vacances. Là, c'est l'album de toute la famille, de la peau et des grains de beauté. Morgane, tu rigolais en disant il nous montre tout, n'importe quoi dans les zones. C'est quoi le pire que tu aies vu en termes de zone? Quelqu'un qui se déshabille au comptoir, qui te montre un grain de beauté sous le bras, c'est où? Ouais, il y en a plein. Alors là, c'était pas forcément. Oui, alors c'est pas. Là, c'était pas forcément pour un mélanome, mais il y avait une lésion suspecte. Alors heureusement, on était dans la cabine de confidentialité, mais voilà, on regarde le bas du dos, mais en fait, C'est vers les fesses. on regarde tout. Ah oui. Donc, il y a un petit moment gênant, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a 3 fois rien, mais les gens sont vite paniqués parce que
Voilà, ils savent pas, ils voient pas Dans les bien. zones qu'on voit pas soi-même, c'est Exactement. difficile. Donc, si on n'a pas des proches pour regarder, alors les gens essaient de faire des photos avec leur Et téléphone une petite astuce, hein, portable. justement, quand on peut pas se regarder dans le dos, qu'est-ce qu'on fait? On prend un miroir, on regarde un peu, Il on faut se le met faire devant un miroir et on prend un petit miroir à main pour essayer. Non, C'est il faut le compliqué, hein. faire avec l'aide de quelqu'un pour avoir les photos bien cadrées. Donc, effectivement, pour les personnes seules, personnes âgées, ben, chez le médecin, c'est vraiment l'occasion, au cours d'une consultation pour d'autres motifs, hein, d'en profiter pour faire un petit check-up cutané général. Dans la pharmacie Aprium de Vienne, il y a un bon réseau médical de médecins généralistes, ça fonctionne bien. Vous dialoguez, vous envoyez les patients, les généralistes vous envoient aussi. Il y a une vraie chaîne de soins qui se met en place autour du Oui, patient. alors on est quand même une petite ville, donc on se connaît, on a des réunions, des groupes de travail ensemble, donc on peut s'appeler assez facilement, on peut s'orienter, on peut demander conseil. Oui, on s'appelle régulièrement et on n'a aucune difficulté pour aiguiller les patients et rassurer tout le monde. Et les patients apprécient énormément, ils savent qu'en venant chez nous, il y a une proximité. Si vraiment il y a un problème, ils savent qu'on peut faire quelque chose. On va pas les laisser comme ça avec leurs lésions. Non, on va commencer la prise en charge et ça, c'est très rassurant pour eux. Et on C'est voit vrai que bien. c'est important, plutôt que de dire il faudrait que vous preniez rendez-vous chez un Ouais. dermatologue et puis laisser les gens un peu dans le désarroi comme ça. Non, ça Euh, nous arrive de le voilà, faire directement. de On est au commencer à les comptoir, on voit aiguiller. qu'il y a un souci. Ça m'est arrivé, oui, de prendre le téléphone et de gérer ça pour eux. C'est un stress en moins. Ils sont pris en charge. Et une fois qu'on a fait ce premier pas, Mm. parce qu'en fait, vous en avez plein qui vont repartir à la pharmacie. Vous dites, non, mais c'est bon, enfin, le dermatologue, je vais jamais avoir de rendez-vous. Le généraliste, il répond pas. Donc, en fait, parfois, oui, on fait un On petit peu le premier débloque. pas pour eux pour Et que ça ça permet de facilite. mettre les patients dans le Ouais, circuit de soins exactement. avec le médecin généraliste ou le Mm. dermatologue. On voit bien les trois niveaux, hein, la pharmacie, le Mm. médecin généraliste et le médecin expert, ou en tout cas le médecin spécialiste en dermatologie. On pourrait sauver des vies, éviter d'avoir des diagnostics trop tardifs, Audrey, si ça fonctionnait tout le temps comme ça. Ah, effectivement, après, on n'évitera pas les gens qui sont dans le déni et qui ont des tumeurs qui sont déjà avancées et qui viennent nous voir avec quelque chose qui est déjà volumineux, ça c'est sûr. Mais plus on informe le grand public sur comment on reconnaît un mélanome ou d'autres types de cancers de la peau et surtout comment est-ce qu'on les prévient, donc rappeler les conseils de protection solaire, plus on va diminuer le nombre de cancers de la peau. Dans la pharmacie, je crois, notamment dans le réseau Aprium, vous avez toute une campagne de communication régulièrement pour pouvoir alerter justement sur le mélanome. C'est quelque chose que tu relais, que les gens regardent dans la pharmacie? Oui, oui, alors on sensibilise beaucoup. On a des campagnes d'information régulières, on a des slogans justement sur la prévention de l'exposition au soleil. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et donc Aprium nous met à disposition des outils pour nous permettre de relayer ça auprès du grand public. Donc des outils vraiment tout simples, mais justement accessibles, qui rappellent les conseils de base et qui nous aident vraiment à sensibiliser. C'est quoi? C'est un petit Ouais, dépliant, un une petit dépli. affiche? Alors on a des coverings avec des slogans un peu, voilà, un peu, pas Sur la choc, vitrine mais de la ouais, pharmacie bien sûr, Aprium. ouais, ouais. Donc on voit, hein, crème solaire, crème solaire, crème solaire. Pour sensibiliser les gens, nous, on est régulièrement formés. On a des sessions de formation pour nous, nos équipes, pour rappeler ce que c'est les cancers cutanés, comment bien accompagner les personnes dans le choix de la crème solaire, les conseils de base, une fois de plus. On enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de le dire et de le redire, parce qu'en fait, on se sent bête quand on nous annonce un mélanome, alors qu'on se dit: «Mince, en fait, je me serais pas autant exposée, j'aurais fait attention, j'aurais mis de la crème solaire, je me serais protégée et ben, j'aurais peut-être pu éviter ce cancer». Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, Alors, ouais. on parle de détection du mélanome avec le rôle du pharmacien, du médecin généraliste et du dermatologue. Il y a aussi, Audrey, je me tourne vers toi, des applications pour détecter les mélanomes. Ça vaut quoi, ces applications? Les applications grand public, pour l'instant, ne sont pas tout à fait au point, mais ça pourra être un vrai outil d'aide à la détection, avec la réserve, si et seulement si la sensibilité et la spécificité de ces applications sont assez bonnes pour pouvoir éviter de rassurer faussement quelqu'un qui, en fait, a une lésion maligne ou inquiéter faussement quelqu'un qui a une lésion qui ne nécessitait pas d'être opérée. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui est Mm. derrière, qui va analyser les photos. De C'est pas grandes bases de encore données. totalement fiable. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'application grand public qui soit validée par la Haute Autorité de Santé pour aider au diagnostic du dépistage des cancers de la peau. Mais ça pourra venir plus tard, ça pourra être une aide pour éviter peut-être des chirurgies
inutile. Oui, ou à la pharmacie. T'imagines, Morgane, à la pharmacie, tu as quelqu'un qui vient, tu lui scannes avec ton téléphone Oui, portable, ça rentre dans l'appli et ça dirait, ah, attention, rouge, mm, hop, on envoie chez le médecin mm. généraliste ou le dermato. Après, je pense qu'ils le font déjà tout seuls. Vous savez, enfin, on est tous un petit peu médecins maintenant Oui, avec Internet, les applications. Donc, après, ça peut être une bonne façon d'avoir son petit album photo, ces applis, de conserver ses grains de beauté, ses évolutions et de le montrer au dermato, au médecin, d'avoir une petite archive. Mais c'est vrai que je te rejoins. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'on les voit, les patients, quand ils arrivent au comptoir, ils savent déjà tout. Ils savent qu'ils ont un mélanome, qu'ils ont je ne sais pas quelle lésion. Ils sont très informés et c'est là où il faut juste faire attention. Alors c'est très bien, mais il faut quand même qu'il y ait un professionnel de santé derrière parce que sinon les gens s'affolent ou à l'inverse, comme tu dis, ils se rassurent faussement et ah bah non mais c'est bon, j'ai regardé dans l'application, il n'y a pas de problème, je suis en bonne santé. Et c'est le rôle du professionnel de Ben voilà, santé, c'est de le rôle guider, de votre d'orienter, formation aussi exactement. dans le réseau, Mm. et c'est le rôle après des médecins aussi de travailler main dans la main aussi avec les collègues pharmaciens. Alors, on reviendra sur la prévention parce que c'est capital et tu nous diras concrètement ce qui est mis en place par exemple dans ta pharmacie. On va parler quelques mots de traitement parce que le traitement, j'allais dire, il y a une révolution thérapeutique. Il y a 20 ans, les taux de survie étaient extrêmement faibles. On en est où? alors ça va mieux. Le traitement, la première étape du traitement reste la même, c'est-à-dire qu'un mélanome, il faut l'opérer, il faut l'enlever chirurgicalement. Donc quand on voit une lésion qui est suspecte d'être un mélanome, pour l'instant on n'en a pas la certitude puisqu'il faut l'analyser, mais il faut prélever. Donc opérer, c'est sous anesthésie locale, le plus souvent ça se fait au cabinet. Le dermato peut faire ça Oui, peut se oui, faire au cabinet. du généraliste, du dermatologue, d'un chirurgien, ça se fait sous anesthésie locale. On enlève la lésion, si possible dans sa totalité, pour pouvoir l'analyser. Et au laboratoire, ils vont pouvoir nous dire toutes les caractéristiques de cette lésion. Effectivement, est-ce que c'est bien un mélanome ou pas? Si c'est bien un mélanome, dans tous les cas, il faut faire une reprise, c'est-à-dire reprendre la cicatrice pour réélargir d'1 ou 2 centimètres pour être sûr d'avoir enlevé toutes les cellules de mélanome, parce que parfois, il peut y en avoir une juste à côté qu'on aurait pu laisser en place. Et ensuite, selon les caractéristiques du mélanome justement qu'on a vu sur l'analyse au laboratoire, on va pouvoir guider les gens. Est-ce qu'il faut un bilan d'extension, donc un bilan d'imagerie, avec par exemple un bilan des zones ganglionnaires régionales. Pour vérifier que le mélanome n'a pas N'a pas déjà, métastasé et qu'il n'y a pas des c'est cellules ça, cancéreuses ailleurs dans le déjà corps. disséminées. Donc on peut faire un scanner du thorax et du ventre aussi. Selon le bilan d'extension, on va orienter les gens vers un traitement adjuvant, donc un traitement complémentaire ou pas. Donc soit s'ils ont déjà des lésions présentes ou en prévention si on avait un mélanome qui était... C'est de la chimio? C'est pas de la chimio au sens classique, c'est-à-dire que autrefois, oui, il y avait des chimios. Quand on dit chimio, les gens pensent tout de suite perfusion et les cheveux qui tombent. Et en fait, dans le mélanome, il y a d'autres traitements. Il y a notamment des immunothérapies et des thérapies ciblées, qui sont des traitements qui peuvent avoir lieu soit par perfusion, soit par voie orale, et qui n'ont pas les effets typiques qu'on connaît sur les chimios d'autres cancers, qui peuvent avoir des effets secondaires quand même, mais qui sont à gérer en collaboration avec l'équipe de médecins, donc au dermatologue qui va vous suivre. Et l'avantage de ces traitements, c'est qu'ils ont vraiment révolutionné le pronostic des mélanomes métastatiques en prolongeant la survie. Donc on a des bien meilleurs résultats qui sont très encourageants à poursuivre encore, mais avec ces nouveaux traitements. Et l'immunothérapie, ça veut dire qu'à l'officine, vous êtes amené à délivrer ces médicaments d'immunothérapie ou en tout cas à avoir des patients qui sont sous immunothérapie, pas du tout hospitalisés, Ouais. et qui vont venir dans la pharmacie. Oui, c'est ça, je confirme, c'est une grande avancée. Alors, ça reste des traitements qui sont lourds, hein. Attention, on ne va pas banaliser. C'est bien, il y a un taux de réponse qui est bien plus important que la chimio, donc c'est en ça que la chimio classique, c'est en ça que c'est vraiment une grande avancée. Ça reste des traitements lourds et si vous voulez, l'immunothérapie, on va aller booster le système immunitaire pour qu'il aille combattre lui-même la cellule cancéreuse. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les effets habituels des chimiothérapies telles qu'on les a en tête, mais ça reste du traitement lourd. On a aussi les thérapies ciblées, donc là l'idée c'est d'envoyer un médicament qui va aller s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses pour stopper leur prolifération et donc du coup entraîner leur destruction. Contrairement aux chimiothérapies classiques qu'on connaît, qui elles s'attaquent globalement à toutes à les tout, cellules quoi. qui C'est se beaucoup développent moins rapidement. sélectif. Donc c'est pour ça que c'est une grande avancée pour le mélanome. Alors bien sûr c'est très bien, mais il faut rester dans la prévention parce que ça reste des traitements lourds et c'est pas anodin. Alors justement, on en avait parlé un peu au début de notre échange, on va reparler prévention parce que c'est capital, même s'il y a eu des progrès thérapeutiques. Quand on regarde les chiffres, notamment des mélanomes, je reprenais des études chez les plus de 30 ans,
83,5% des mélanomes cutanés sont attribuables à une exposition excessive aux UV. Alors, on pense à des expositions prolongées sur la plage, en été, le coup de soleil, c'est ça, c'est le classique coup de soleil, Audrey? Alors effectivement, les coups de soleil favorisent le risque de cancer de la peau, mais l'exposition solaire, c'est aussi au quotidien, en fait. Beaucoup de gens arrivent en consultation avec des gros dégâts visibles du soleil sur leur peau et me soutiennent, mais docteur, je ne m'expose pas. Et parce que l'exposition, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment je reste volontairement au soleil dans le but de bronzer allongé sur mon transat. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Il y a Votre peau, plein de cas, oui, dans le quotidien. voilà, votre peau, elle n'est pas au courant de votre intention. Donc, que vous soyez en train de déjeuner dehors, de vous balader, de jardiner, de bricoler, n'importe quelle activité qui se passe à l'extérieur, ou du sport ou quoi, vous êtes en train en fait d'exposer votre peau, même si c'est pas volontaire. Votre peau, elle doit se défendre de la même façon que si vous étiez sur un transat. Et même si vous avez, il y a plein de métiers où vous êtes dehors au quotidien. Nous, on Personnes les qui voit travaillent en toiture, les exactement personnes qui sont sur les dans le routes. bâtiment, les paysagistes. Et en fait, ce sont des personnes, je pense que vous leur posez la question, jamais ils se sont dit, mais non, je vais pas mettre de la crème solaire, je suis au travail. Et c'est des gens que tu vas cibler à l'officine, ou tu vas penser quand il y a les campagnes en disant mais faites attention. On essaye, ouais, on essaye, bien sûr. Avec des conseils, donc c'est quoi? C'est d'abord l'ombre, donc c'est Bah, éviter. oui, l'ombre. Alors, parfois, quand on travaille dehors, c'est quand même compliqué, mais des vêtements de protection. Déjà, se Privilégier couvrir. l'ombre, je pense qu'il y a un vrai travail de santé publique à faire là-dessus. Moi, quand je vois les terrasses de café, de restaurants avec un pauvre parasol, il n'y a pas assez d'accès à l'ombre. Je sais qu'on a besoin du soleil, on a Et besoin de plein la de clients lumière. qui disent je veux une table au Et soleil. c'est ça, c'est ça. Fournir la possibilité d'avoir de l'ombre et de la vraie ombre, pas juste une petite plante avec 3 feuilles, parce que ça, c'est pas une vraie ombre. La vraie ombre qui protège, c'est l'ombre d'un bâtiment, d'un parasol opaque. Question perso, Audrey, tu t'exposes jamais? Jamais volontairement. Après, bien sûr, je vis quand même. Donc, surtout que je vis dans le sud de la France. Donc, je suis quand même la preuve vivante qu'on peut vivre dans une zone exposée en ayant quand même des activités dehors et qu'on peut se protéger correctement. Donc, on parlait de privilégier l'ombre, adapter aussi ses horaires. Donc, pas aller à la plage ou aller faire du tennis entre midi et 16 heures. C'est vrai que finalement, dans le sud de la France, on est déjà un peu plus habitué à ça parce que la chaleur est insupportable entre midi et 16 heures. Alors que dans d'autres zones, plus au nord, je pense en Bretagne, en Normandie, il y a un petit vent frais qui va faire que même si le soleil est très fort, au niveau UV, la sensation sur la peau va pas être la même. Et donc, les gens vont profiter de l'extérieur en cramant, en fait. Donc, dans les régions un peu plus fraîches, on a aussi beaucoup de dégâts liés au soleil parce que ce sont majoritairement des peaux claires et une température plus fraîche qui fait que les UV vont vous brûler sans que ça alerte votre système d'alarme. Je suis en train Sans de qu'on cuire. s'en rende Quoi. compte. C'est vrai quand on dit qu'il y a le plus de mélanomes ou les plus dangereux en Bretagne, par exemple, en France? Alors, il y a malheureusement des mélanomes et des cancers de la peau partout en France. Effectivement, dans les zones, on va dire, Où on s'y attend pas, on parce s'y qu'on ne attend. pense pas spontanément Bretagne et soleil, et pardon à nos amis bretons, mais c'est vrai qu'en tout cas, on ne voit pas forcément les UV où le soleil tape moins à Nice. C'est ça, mais les personnes ont besoin d'avoir des activités dehors aussi. Pour leur morale, c'est excellent d'avoir des activités dehors. Donc, ils vont se mettre en situation d'exposition et un peu de justement profiter dès qu'il y a du soleil. Et sans se protéger. Et sans se protéger. Et puis, on oublie qu'il y a un indice UV qui existe et en fait, ça permet de savoir est-ce que le soleil tape ou pas. Parce qu'en fait, les rayons, donc les UVB, les UVA, ils traversent les nuages. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça qu'on prend des coups de soleil aussi en Bretagne. Je suis bretonne, je me permets. À cause des nuages, oui, tout à fait. Et donc, quand tu parles de l'indice, ça veut dire qu'on regarde le temps qu'il fait, la météo, mais on regarde aussi l'indice. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir un indice UV très élevé alors qu'il fait pas beau. Et donc là, on va se dire, je vais dehors, c'est bien. Je suis pas sûr que sur les applis météo, sur notre téléphone, où on a tous la météo, mais je suis pas sûr qu'il y ait l'indice. Alors, de plus en plus, vous regardez et vous avez l'indice UV. Alors, j'ai fait le test l'autre jour. Tiens, je vais jardiner, il pleut pas. Et j'ai regardé indice UV 5. Alors, l'indice UV... Du coup, tu n'es pas allé jardiner? Si, je suis allée jardiner, mais j'ai mis la crème solaire. Alors, et ça, c'est le troisième, tu rebondis et tu me donnes la transition, la crème solaire. Oui. Capitale. Bien sûr, Madame Crème solaire. La deuxième étape, c'est d'abord les vêtements.
d'avoir des vêtements adaptés à l'activité qu'on va faire. C'est-à-dire, si on va par exemple randonner, il vaut mieux prendre un polo qu'un débardeur qui va vous exposer tout le décolleté. Pour se baigner, si vous savez que vous allez rester longtemps dans la piscine ou vous baigner avec un bateau, etc., mettez un t-shirt moulant lycra spécial pour se baigner. C'est vraiment plus efficace que la crème solaire. C'est plus écologique aussi. Et à long terme, c'est ça qui permet aussi de démocratiser la protection solaire. Comme en Australie, plus on voit de gens avec des vêtements de protection solaire, plus ça devient naturel pour les enfants de garder un t-shirt quand ils sont à la plage, etc. C'est une barrière mécanique, c'est la Exactement. première barrière qui est effectivement accessible. On va quand même parler un petit peu crème solaire. Alors, tu disais Madame Crème Solaire, pourquoi c'est ton surnom, Madame Crème Solaire? En tout cas, on la trouve à la pharmacie, la crème solaire. Oui, parce que je passe mon temps à mettre de la crème solaire à tous ceux qui sont autour de moi. Mais oui, parce que c'est important. Et en fait, même si on n'est pas exposé, même si on ne se met pas sur la plage en mode de bronzette, en fait... on peut prendre des coups de soleil tout le temps. Donc là, nous, régulièrement, on vient nous voir dans les pharmacies Aprium en nous disant « Qu'est-ce que je mets comme crème solaire? Est-ce que celle-ci est mieux? Laquelle je dois choisir ?» Ça, c'est le rôle du pharmacien. Ouais, je vais te spoiler la fin. La crème solaire, à partir du moment où on en met, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Sur les crèmes solaires, il faut une protection anti-UVA, anti-UVB. UVA, c'est facile, c'est marqué UVA et il y a un petit logo sur le packaging, UVA avec entouré d'un rond. Et là où on a de plus de questions, c'est sur le SPF. Le SPF 50, le SPF 30, vous l'avez tous vu. SPF, c'est facteur de protection solaire. Exactement, c'est ça. C'est le facteur de protection reporté aux UVB. Les UVB sont les UV qui sont responsables des coups de soleil. Donc, c'est celui qu'on peut mesurer en fait en laboratoire, puisque on va mesurer le temps nécessaire à ce que la peau devienne rouge quand on applique des UV dessus. Et quand on met de la crème solaire, on attend un temps supérieur. C'est le ratio en fait temporel entre la peau protégée versus non protégée qui va nous faire ce SPF. Mais c'est valable que sur les UVB et pas sur les UVA. Et comme tu disais tout à l'heure, les nuages nous donnent l'impression de diminuer la lumière visible et donc d'être protégés entre guillemets du soleil, mais les UVA passent à travers les nuages. Donc quel SPF? Ça va dépendre du phototype. Phototype, c'est la peau, les peaux claires, les peaux mates. Oui, c'est le type de peau, donc ça part de 1 à 6. Et pour avoir un repère, une phototype 1, c'est type anglo-saxon, roux, et le phototype 6, c'est peau noire africaine. Voilà. Donc, en fonction de son type de peau, on va choisir un SPF différent. En fonction du beaucoup de soleil ou pas beaucoup de soleil. Exactement. Donc, l'indice UV qu'on peut retrouver sur son application météo. Donc, par exemple, Audrey et moi, alors, si on ne nous voit pas, on est un peu peau claire, blonde. Donc, effectivement, on est plutôt dans les phototypes 1, SPF 50. Des personnes qui ont la peau mate, noire, vont pouvoir commencer à mettre du SPF 30 sans aucun problème. On parlait d'écran total à une époque, ça n'existe pas l'écran total. C'est un terme qu'il a fallu bannir parce que ça donnait une fausse impression de protection totale. Et c'est même pour ça que les chiffres des SPF ont été modifiés aussi. Donc le maximum c'est 50+, et c'est pas 100 parce que 100 ça évoquerait 100% comme un écran total. Donc on a bien compris le SPF en fonction de sa peau, en fonction de l'indice UV. Ça se renouvelle la crème à la pharmacie. Tu vas pas leur dire mettez une crème et c'est bon pour la journée. Alors, le problème de l'application de la crème, c'est qu'on n'en met jamais assez. Pour avoir un ordre d'idée, donc qui va ne parler absolument à personne, mais c'est pas grave, on devrait mettre 2 mg par centimètre carré. Donc, là, pour une personne de corpulence moyenne, c'est pas tout à fait, mais pas loin, un tube de 40 ml. Donc, autant vous dire que... À chaque application, un tube de crème. Que personne ne fait ça. Il existe des techniques, alors j'aime beaucoup, c'est les unités phalangettes. Donc, en fait, on peut mesurer vous prenez votre index, vous prenez une phalange, et vous phalange, c'est le bout du doigt. Ouais, c'est ça. Et vous allez vous dire, pour le visage, je vais mettre 2 phalangettes et demie. Pour le dos, je vais mettre 7 phalangettes. Donc, vous voyez, déjà, c'est hyper ludique à la plage. Vous avez le temps de faire ça. Vous avez les gamins qui courent dans tous les sens. Attends, bouge pas. Clairement, c'est infaisable. Donc, partez du principe que vous n'en mettez jamais assez et jamais trop. Donc, il faut mettre par grosse couche, c'est ça. Et il faut répéter tous les combien? Toutes les 2 heures, après chaque baignade. Si vous faites du sport, vous transpirez, donc ça enlève également la protection, donc il faut en remettre. Si vous vous roulez dans le sable, vous faites des châteaux de sable, pareil. Dès qu'il y a un frottement, ça enlève la protection solaire, donc il faut en remettre. Il y a plusieurs types de filtres, il y a plusieurs types de produits également. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs des mouvements qui disent la crème solaire, faut pas en mettre, c'est des produits chimiques, etc. C'est quoi ton avis, Audrey? Mon avis, c'est que les rayonnements UV sont des rayonnements cancérigènes certains.
Donc ça a été prouvé. C'est la classification, donc le cancérigène 1 par le CIRC, c'est le Centre international de recherche contre le cancer. Donc on sait que les UV sont très cancérigènes. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Donc la crème solaire, ce sera toujours moins pire. Moi, j'insiste quand même sur tous les niveaux de protection. C'est encore mieux d'avoir un vêtement que d'essayer de mettre la crème solaire dans les bretelles du maillot de bain et de devoir en remettre toutes les heures. Les filtres solaires, il en existe plusieurs types, des minéraux, des organiques. Ils ont un spectre un petit peu différent. Certains vont cibler plus les UVB, d'autres les UVA. Il faut essayer d'avoir un spectre le plus complet possible. Dans les zones tropicales d'exposition très importante, souvent on a besoin de mixer un peu les deux types de filtres, minéraux et organiques, pour obtenir une couverture. C'est quoi? C'est la composition qui est différente? C'est quoi la différence entre minéral et organique? Minéral, ce sont des filtres de titane ou de zinc qui vont être blancs principalement. C'est ça ce qui donne cet effet un peu plâtre blanc sur certaines crèmes solaires qui sont 100% minérales, et notamment sur les peaux foncées, ça va donner comme un voile un peu grisâtre. Sur les peaux claires, ça se voit pas, ça fait blanc sur blanc, mais sur une peau noire, vous mettez un filtre minéral, la personne va pas forcément être satisfaite du rendu galénique esthétique. Donc il y a des formules où les pigments sont le plus micronisés possible pour qu'il n'y ait pas cet effet plâtre blanc, et il y a aussi tous les filtres organiques qui sont transparents à l'œil et qui donnent pas cet effet de plâtre. Donc on peut mixer les deux pour obtenir une couverture la plus complète possible. On oublie, Morgane, les crèmes solaires qu'on fait à la maison, là, les do-it-yourself qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça. Ah oui, on oublie. On n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans, donc non, on oublie. Et puis, il y a surtout beaucoup de mauvaises idées sur les réseaux sociaux, du style mettez de l'huile d'olive et du citron sur votre peau avant d'aller au soleil, mettez de la graisse à traire, du monoeil. Pour avoir un joli bronzage, mais non. Mais non, en fait, ça permet de brûler encore plus. Parce que quand on applique de la graisse sur la peau, quelle que soit la nature, de l'huile d'olive, de la graisse à traire ou quoi, la graisse va rendre la couche cornée, la couche superficielle de l'épiderme transparente et va permettre que les UV pénètrent encore plus profondément. Donc ça enlève la protection naturelle et ça rend encore plus dangereux. Exactement. Donc, ça fait un effet on oublie toutes ces formules, comme tu disais, Morgane, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et en plus, ça va aggraver, Audrey, c'est ce que tu nous dis, l'impact des rayons UV dans la peau. Morgane, est-ce qu'il y a des crèmes solaires particulières pour les bébés et les enfants? Bien sûr. On rappelle quand même qu'avant 3 ans, un enfant ne doit pas être exposé. Après, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Donc, bien sûr, on privilégie le chapeau et toutes les protections mécaniques qu'on a évoquées. Mais il existe des crèmes solaires spécifiques pour les enfants qui sont plus adaptées, où on a enlevé des composants qui pourraient être un petit peu polémiques, donc le lactocrylène, par exemple. Les perturbateurs endocriniens, notamment, on entend beaucoup parler aussi. Voilà, donc ça, ce sont des formules qui sont testées, en fait, qui sont sûres. On les retrouve, il y a des petits pictogrammes sur les packaging avec femmes enceintes, bébés. Donc, vraiment s'orienter sur ce genre de formule. Et puis, je rebondis sur les différents types d'écrans. Sur un bébé, sur une femme enceinte, on va privilégier un écran minéral qui a la particularité de ne pas pénétrer l'épiderme, en fait, qui va rester en surface pour réfléchir les rayons. Donc, c'est un principe de précaution, mais voilà, pour éviter que ça passe dans le sang et que ça diffuse on va plutôt conseiller l'organisme. ce genre de filtre pour les femmes enceintes et les bébés. On l'a dit, le monoeil, les graisses à traire, etc. On oublie, ça ne protège pas. Les autobronzants, ça protège ou ça protège pas? Ça protège la pas. Réponse, hein. Ça ne protège pas, mais ça permet de donner une coloration à la peau si on considère qu'on trouve plus esthétique sa peau quand elle a un aspect bronzé. Mais ça n'apporte pas de protection vis-à-vis des UV. Mais ça peut être la solution, Morgane, pour quelqu'un qui veut avoir Tout un à fait, aspect un peu bien sûr. tanné, un peu bronzé, justement, sans s'exposer. Au contraire, moi, je recommande les personnes, plutôt que de s'exposer et de prendre le risque d'abîmer sa peau, d'entamer son capital solaire, autant prendre des autobronzants. Ça donne bonne mine, c'est bon pour le moral. Voilà, ce sont des cosmétiques comme d'autres et c'est bien plus intéressant comme solution, bien sûr. On passe en revue un peu tout ce qu'on voit aussi, ou toutes les idées reçues. Les compléments alimentaires, bon ou pas bon pour préparer sa peau au soleil? C'est efficace déjà, Audrey, ou pas? Alors, ça a des indications en dermatologie qui sont quand même assez restreintes aux personnes qui font des réactions, une sorte de réaction allergique au soleil, ce qu'on appelle les lucites. Après, pour le grand public, il faut plutôt insister sur la protection que sur essayer de préparer davantage sa peau. Le bronzage, il faut vraiment voir ça comme une réaction aux dégâts cellulaires causés par les UV. C'est comme les hématomes après les coups. Donc, pour la peau, c'est pas quelque chose de positif. On en a fait quelque chose de positif au niveau sociétal parce que c'est associé aux vacances, voilà, au côté bonne mine. Ce qui était l'inverse du 19e siècle. Les gens qui avaient de l'argent ne s'exposaient pas, alors que les ouvriers agricoles qui étaient dehors étaient bronzés. Mais même dans d'autres pays, vous avez des cultures où la peau blanche est reconnue comme un critère de beauté. Il ne faut pas de taches, il ne faut pas de taches de rousseur.
la peau la plus blanche possible, pas de bronzage. Même en Afrique actuellement, beaucoup de personnes essayent d'éclaircir leur teinte de peau naturelle. Le rapport à la coloration de la peau va beaucoup dépendre des époques et des zones dans le monde. Donc actuellement en Europe, on considère que c'est positif esthétiquement d'être bronzé, mais peut-être que dans 50 ans, ça ne le sera plus du tout. Moi, je mets plutôt en valeur la couleur naturelle de la peau, sans l'exposer à des facteurs dangereux, que ce soit ni les UV, ni des éclaircissants potentiellement dangereux. Donc pour ça, l'autobronzant peut être une solution. Les compléments alimentaires donnent aussi une petite coloration à la peau, par leur composition en carotène. En fait, ça va aussi teinter un peu la peau, mais ce n'est pas un argument, dans tous les cas, pour essayer de s'exposer davantage. Comme la crème solaire, c'est quelque chose qui doit vous servir de protection dans les activités que vous souhaitez faire dehors, mais ce n'est pas une excuse pour se dire c'est bon, je peux rester 2 heures de plus parce que j'ai mis de la crème. Morgane, tu les conseilles, les compléments alimentaires? Alors oui, on en conseille pour des personnes qui... voilà, j'avais l'exemple d'une jeune femme qui veut se marier sans s'exposer, avec les beaux jours qui arrivent, elle a envie d'avoir bonne mine. Oui, on conseille ce genre de produit qui va donner un hâle naturel, sans exposition, en plus uniforme, donc c'est quand même pas mal. Il y a des côtés hydratants pour la peau, donc voilà, il y a d'autres qualités associées à ça. C'est ponctuel pour Mais des utilisations voilà, particulières. mais c'est pas du tout pour aller s'exposer, c'est pour d'autres choses, c'est pour un critère de beauté, pour se faire plaisir, pour avoir bonne mine. On continue avec les idées reçues. Les cabines UV qui aident à mieux bronzer ou qui apportent de la vitamine D. Je fais un malaise. Non, là, il y a vraiment plusieurs problèmes dans cette phrase. Les cabines UV, on sait que c'est un gros facteur de risque de cancer de la peau. Rien que faire une séance avant l'âge de 35 ans, ça augmente de 15% le risque d'avoir un mélanome. Donc rien que pour une séance, on voit déjà la différence. Les cabines UV utilisent le plus souvent dans les instituts esthétiques des UV de type A. On en parlait tout à l'heure, des UVA ou des UVB. Et pour fabriquer de la vitamine D, il faut des UVB. Donc déjà, ce n'est pas les bons UV. Donc vous fabriquerez pas de vitamine D en allant en cabine UV. Par contre, prendre la vitamine D en supplémentation, ça c'est tout à fait recommandé pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées. Le bronzage, entre guillemets, la coloration de la peau que vous allez obtenir en sortant d'une cabine UV, c'est pas un bronzage prolongé, c'est juste la libération, l'oxydation de la mélanine qui était un peu en attente dans votre peau. C'est pour ça que le bronzage obtenu en cabine UV est un peu plus orange que le bronzage normal obtenu au soleil. Donc on oublie les cabines UV. D'ailleurs, la promotion est interdite, Oui. on le rappelle. Et vraiment, n'allez pas dans ces cabines. Ça n'aide absolument pas à préparer et ça crée le cancer, on peut le dire. C'est des cabines à cancer. On voit bien que les messages, les gens les connaissent, les parents les connaissent. Et malgré ça, malgré les risques, malgré cette connaissance, on voit encore des parents qui exposent leurs enfants. On voit encore des gens qui sont un peu rouges comme des écrevisses. Comment t'expliques ça, Morgane ? Alors ça se produit souvent au printemps, quand les beaux jours arrivent, on ne fait pas attention, ce qu'on disait tout à l'heure, on fait les premières sorties dans le jardin, au parc, on ne fait pas attention qu'il y a un petit voile nuageux, on est sorti un peu vite, on a oublié la crème solaire. Et en fait, pris un petit peu dans l'euphorie des beaux jours, on le voit régulièrement, les gens reviennent de week-end et le lundi matin, c'est coup de soleil. Donc c'est un manque d'attention, quoi. C'est un peu par mégarde, on profite un peu des beaux jours. La crème solaire, elle est dans le sac du pique-nique, et puis on la mettra après le pique-nique, alors qu'il aurait fallu la mettre avant de partir de la maison. Alors qu'en été, sur la plage, on y pense, c'est un réflexe. C'est pas que les gens oublient, n'y pensent pas, ils y pensent. On leur a vraiment appris à se protéger quand il y a une exposition volontaire au soleil, à la plage. Sur la plage, mais pas dans la vie quotidienne. Mais pas dans la vie quotidienne. Et nous, c'est ce qu'on voit vraiment. On a peu de coups de soleil en été. C'est vraiment au printemps, l'arrivée des beaux jours. On se fait tous avoir. On s'est tous fait avoir au moins une fois. Et on voit encore des gens quand même qui font la crêpe aussi sur la plage, etc. Là aussi, on a connaissance des risques. Audrey, comment t'expliques ça? Culturel Il y a une forme de déni. Après, il y a une forme d'addiction aussi au soleil, au bronzage. Il y a vraiment des personnes qui ressentent un besoin quasi physique d'abîmer leur peau. C'est une forme d'automutilation par le soleil qui ne se trouve pour eux bien dans leur peau que quand ils sont vraiment tannés par le soleil. C'est des questions plutôt psychologiques que dermatologiques. Vous aurez toujours des personnes qui ont connaissance des risques, mais qui vont
s'exposer malgré tout. Comme pour d'autres toxiques, comme pour le Exactement, tabac, les comme pour personnes qui l'alcool. fument et qui ont conscience des ravages du C'est tabac. intéressant, cette notion d'addiction, de plaisir, peut-être ressenti, physiologique ou psychologique, malgré tous les messages de prévention que vous passez, que tout le monde passe, qu'on passe ici aussi, et que dans le réseau Aprium, vous développez assez naturellement et régulièrement, surtout avec les campagnes. On arrive à la fin de cet épisode. Je crois que ça a été passionnant. On a vu un peu une partie traitement. On a vu que l'essentiel, c'était nous qui avions les clés pour prévenir le mélanome. Un dernier mot pour conclure, Morgane, qu'est-ce que tu dirais? Protégez-vous, bien sûr. Protégez-vous du soleil. Choisissez une crème solaire qui vous fait plaisir, qui sente bon l'été, qui sente bon le sable chaud. L'important, c'est de mettre sa crème solaire. Donc finalement, du moment que c'est un SPF 50, on s'en fiche, vous prenez ce que vous voulez, mais protégez-vous. Audrey, un mot pour conclure? Je voudrais revenir sur le fait de changer notre regard sur le bronzage et enfin de le voir comme il est vraiment, c'est-à-dire la conséquence des dégâts sur la peau et non pas comme quelque chose de positif au niveau de la peau. Merci à vous deux, merci Dermat Audrey, merci Morgane, pharmacienne Aprium à Vienne, on le redit, merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés, votre pharmacien est là pour vous guider, on l'a bien compris, merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés ou regardés, votre pharmacien est là, on l'a bien compris et tu as bien montré le rôle, Morgane, du pharmacien et de la pharmacienne, vous êtes là pour vous guider les patients, pour les conseiller et pour orienter vers le bon professionnel de santé, c'est vraiment capital et d'ailleurs j'en profite pour dire que les pharmaciens peuvent aussi vous parler des autres vaccins, des autres sujets de santé publique. Donc, n'hésitez pas vraiment à les questionner. Vous pouvez retrouver, vous d'abord, en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes qui seront passionnants. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.